دكتور جرين. مرحبا. Bonjour. Alors, c'est Dr Green, cardiologue. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles recommandations sorties le 30 août dernier sur les guidelines des syndromes coronariens 1 témoin selon la Société européenne de cardiologie. Je vais passer rapidement sur l'épidémiologie. Alors, en fait, suite aux derniers avènements dans les tests de diagnostic et l'augmentation de la précision de ces tests-là, il y a eu une augmentation de nombre de STEMI récemment et avec une diminution aussi des malades qui étaient dans cette zone grise d'encore instable. En fait, à la détection très, très sensible des nouvelles troponines, on arrive à avoir des taux très, très faibles et du coup, faire basculer ces patients-là vers le versant instémé. Du coup, on a vu une diminution du nombre de patients qui étaient considérés comme encore instables et plus de patients qui étaient considérés comme instémés. Aussi, on a vu une augmentation de la prise en charge invasive dans le sens instémé, qui était beaucoup moindre bien avant, par exemple vers les 10%, qui a augmenté vers des proportions beaucoup plus importantes, vers des 50% et voire plus. Alors pour le diagnostic, ce qui a changé en fait dans ces nouvelles recommandations, c'est plutôt en fait les nouveaux algorithmes sur des troponines en fait. Et on est passé à des algorithmes beaucoup plus de durée beaucoup plus courte, de 0 à 1 heure ou de 0 à 2 heures. Il reste encore des indications pour l'algorithme de 0 à 3 heures. On va les voir après. En fait, en comparant les différentes troponines, en fait, on va voir qu'elles ont vraiment une forte probabilité de prédictive négative, qu'elles réduisent l'intervalle, excusez-moi, alors justement qu'elles réduisent cet intervalle où les troponines étaient pas encore élevées, qu'on n'arrivait pas à détecter une élévation chez certains patients et qu'on classait ces patients-là vers les longueurs instables. OK. Pour l'interprétation des protroponines, on va dire que à partir de 5 fois la norme, en fait, selon l'essai utilisé, on a une probabilité de prédictive positive qui est de la valeur de plus de 90%. Pour celle de 3 fois la normale, c'est plutôt une valeur prédictive positive qui est aux alentours de 50 à 60. Et pour le Alors, on peut aussi détecter des taux de troponine circulante chez des individus normaux. Et là, ça définit tous les autres individus qui ne seront pas inclus dans le diagnostic de syndrome coronarien ST-moi. Là, on a les différents troponines utilisés selon la marque et bien sûr les, euh, on va dire les valeurs de chacune selon la marque, enfin, selon le laboratoire. On a un algorithme de 0 à 1 heure et un algorithme de 0 à 2 heures. Alors, j'ai pas de commentaire sur cette plaque, excusez-moi. Alors, pour la stratégie diagnostique, on va, en fait, chez tous les patients chez qui on suspecte un syndrome coronarien ST-, en fait, on va faire deux dosages de H0 et H1. En fait, ces deux dosages vont être vraiment obligatoires. Et quel que soit le résultat du premier dosage, on va faire ces deux dosages. Cette durée a été définie selon la durée que prenait en fait le processus d'avoir le prélèvement après le contact avec le patient et le résultat après. C'est un délai qui est défini par la structure et on a estimé ce délai à 1 heure. De toutes les manières, à 1 heure, on va redoser les troponines et on va en fait analyser ces résultats-là. Alors, si on a des taux qui sont très faibles ou il y a une modification entre 0 et 1 heure qui est faible, on va mettre les patients en rule out, c'est-à-dire on va éliminer le syndrome coronarien avec une précision qui est quand même assez bonne, aux alentours de 99%. Pour ceux qui ont des troponines déjà très très élevées au premier dosage ou avec une évolution qui est importante, on va dire,
ils vont être en roll-in, c'est-à-dire ils vont être hospitalisés et introduits et considérés comme syndrome coronarien ST-. Pour ceux qui tombent en fait entre ces deux catégories, en fait, on va les mettre en observation. Et chez ces patients-là, en fait, on va pouvoir utiliser ce schéma de 0,3 heures au final. Et on va aussi adjoindre l'échographie pour augmenter la précision de diagnostic et aussi éliminer d'autres diagnostics différentiels. Et de toutes les manières, après cette petite prise en charge, on va décider soit qu'on va laisser partir le patient avec, bien sûr, l'adresser en consultation avec une exploration adéquate, soit on va le garder en observation, soit on va l'adresser directement avec un diagnostic positif ou spécifique, ça dépend maintenant qu'est-ce qu'on a trouvé à l'échographie. On peut tomber sur d'autres diagnostics différentiels, comme une embolie pulmonaire ou une dissection de l'aorte, ou autre, un pneumothorax ou un épanchement pleural. Enfin. Alors pour cet algorithme, en fait, il reprend la prise en charge en fait sur des patients en dehors et en dedans de la structure hospitalière. Alors après le premier dosage, on va faire à H0 notre premier dosage après l'arrivée au premier contact médical. On va faire le CG doit être fait dans les 10 minutes, bien sûr. Le prélèvement doit être fait aussi brièvement. Le H0, si maintenant les valeurs sont très importantes à H1, c'est-à-dire il y a une forte élévation des troponines déjà d'emblée, on va adresser les personnes soit vers la structure adéquate ou si on est dans une structure adéquate, c'est-à-dire avec des moyens de prise en charge de syndrome coronarien, à savoir une salle de cathétérisme, on va adresser ces patients-là. Après, pour le deuxième dosage, si on voit qu'il y a une élévation importante, c'est-à-dire il y a une différence importante entre le premier et le deuxième dosage, là encore, on va adresser notre patient vers les structures adéquates ou le garder, c'est-à-dire en unité de soins intensifs ou prise en charge des syndromes coronariens. Maintenant, si on se retrouve dans ce cas de figure où la différence n'est pas si importante et que les taux ne sont pas très élevés, voire n'évoluent pas ou n'augmentent pas de façon très importante, on peut ajouter l'échographie et un troisième dosage éventuellement pour étayer notre prise en charge et notre diagnostic. Et si maintenant, au bout de 3 heures, les troponines sont élevées, on va roll-in le patient et contrairement aux autres qui vont être mis en observation ou complètement sortis de l'hôpital. Attends, reviens, Oui. reviens. Alors, Samhna, on va essayer. Allez-y. Ça, c'est un schéma intéressant. Donc, Oui, Johri intervient. Ta question est intéressante. Johri est intervenu tout de suite. ما تقعدوش 20 ساعة. Johri, Oui, 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 aïe. oui. Alors, par rapport à cet algorithme, ma question, elle est d'ordre pratique. Si on veut projeter cet algorithme sur la pratique, parlant d'un seuil très bas, faible ou bien élevé, combien de fois on fait la normale? De quel seuil s'agit-il de, euh, de- ça sera inférieur à 3 fois la sur le normale. plan pratique? Maintenant. Voilà. Ça sera inférieur à 3 fois la normale, forcément. Parce que là, on a vu que 5 fois la normale et 3 fois la normale, la probabilité, elle est supérieure à 50% que ça soit un syndrome coronarien. C'est-à-dire, ça reste des taux faibles. Après, on peut avoir des taux qui sont limite pas très, très élevés pour être dans l'incertitude que c'est un syndrome coronarien, c'est-à-dire à plus de 5 fois la normale, chez certains patients qui sont coronariens chroniques avec des taux de base qui sont Tu as, élevés, tu as- rénaux. tu as donné tout à l'heure un tableau. Mais là, on parle de Attends, très Je peux intervenir. tu as, faible et tu as élevé. donné Esther, je peux intervenir. de seuil. Tu as donné un tableau de seuil sur le fabricant. Oui, Peut-être que c'est là qu'il faut revenir pour le dire élevé, faible. Voilà, voilà. Là, tu vois, voilà les seuils. Tu vois les et seuils. c'est vraiment selon le essai utilisé ou les troponines utilisées. Azaza intervient. Azaza. Tout de Bon, suite. c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est en fonction du fabricant. Premièrement. Et deuxièmement, je voulais faire une remarque qu'on n'a pas besoin de faire deux dosages. Si on obtient
pour l'algorithme 0, 1 heure, Non, non, on fait le premier effectivement. dosage à 0 et on attend le résultat après 1 heure. Maintenant, si on a une si le résultat ou le dosage il est very low, là, on exclut le malade. S'il est low, on demande le deuxième dosage. Ou par exemple, s'il est En fait, pourquoi j'ai précisé ça? En fait, peut-être je me suis mal exprimé. En fait, je parlais du délai qui était dépendant de la structure. Maintenant, si on se retrouve dans une structure où, par exemple, le dosage de troponine ne se retrouve pas sur place ou prend plus de temps, à 1 heure, on doit faire un deuxième dosage pour appliquer l'algorithme 0-1 heure. Maintenant, si on ne fait pas le dosage à 1 heure, si les résultats ne sont pas bons ou ne sont pas concluants, on sera obligé d'attendre 2 heures et on appliquera le diagramme de 0-2 heures. En fait, c'est ce que je voulais expliquer que en fait l'heure à laquelle on prélève le patient doit être indépendante du résultat. Mais on ne va pas attendre le résultat à 1 heure. On va faire 2 prélèvements. Maintenant, eux, selon leur truc, ils ont estimé ce temps-là à 1 heure. C'est-à-dire ils vont faire leur troponine en moins d'1 heure. C'est sûr. Mais chez nous, par exemple, ou peut-être dans d'autres lieux, peut-être ce dosage-là ne sera pas disponible en 1 heure. Et là, on devra changer d'algorithme, en fait. Alors, chez nous, d'habitude, c'est 45 minutes, 1 heure, on Oui, oui, voit le oui, résultat. oui. Mais je parle aussi des structures où peut-être les dosages de troponine ne se retrouvent pas sur place. Et je ne sais pas. En tout cas, c'est juste une parenthèse. Peut-être que je me suis mal exprimé. C'est pour ça. Voilà. Je pense que chaque centre, il peut Oui, s'adapter en fonction du oui, délai de effectivement. sortir des résultats. Si, Oui. par exemple, le CH Mustafa, c'est 45 minutes, 1 heure. Hein. Oui, Donc, on peut opter pour va le appliquer le 0,1 heure. Oui. Très bien. Oui. Amrouche, tu interviens et on arrête pour ce point. Amrouche, tout de suite, intervenez tout de suite. Ne laissez pas trop. Aïe, Amrouche. Amrouche. Oui, monsieur, oui, Aïe, Oustaz. aïe. Allez, vas-y. Tu voulais Oui, dire quelque chose. l'algorithme, là, ils ont rajouté c'est l'algorithme 0-2 heures, parce que même dans les centres européens, ils se sont retrouvés à prélever le malade avant d'avoir reçu le premier résultat. Et le 0-1 heure est très court, parce que quand on compte le temps de prélèvement, d'acheminement, de centrifugation, Voilà. Il n'est c'est pas tout. réaliste. Il n'est pas réaliste. C'est pas réaliste, Oui. 0-1 heure, même dans les centres européens. Voilà, c'est pas une question d'avoir les trampolines dans le centre ou pas, mais c'est toute la logistique de prélever le malade Oui, oui. et de Donc, faire. Ben Daoud, tu Oui, conclus oui. ça. Ben Daoud. Alors, moi, j'avais une remarque aussi à prendre en considération, c'est l'heure de début de la douleur. Si le patient arrive très Oui, tôt, oui. Sur les patients qui خليه arrivent يكمل خليه يكمل خليه Ben Daoud désolé. يكمل. c'est ça, quand le patient arrive très tôt, c'est intéressant Oui. d'utiliser les protocoles ultrasensibles, que ce soit 1 heure ou 2 heures, pour voir la petite modification qui va nous dire que ce patient est en train de faire une ischémie ou plutôt une microlectose. Nécrose. Par contre, Oui. si le patient arrive et vous dit qu'il a mal depuis 6 heures ou depuis 8 heures, avec un seul dosage de troponine négatif, nous pouvons libérer le patient. Voilà. Donc, Ok. importance du début de la douleur. Je voulais juste rajouter un point par rapport à cette catégorie de patients qui consultent très très tôt. C'est une faible proportion de patients, mais ça peut arriver. Quand on a des patients qui consultent dans la première heure, on est en droit, en fait, si même les résultats ne sont pas très concluants, même à 2 heures, de rajouter un troisième dosage à 3 heures, en fait. Chez ces patients-là, si la probabilité du syndrome coronaire reste importante. Voilà. Donc, cet algorithme doit être un peu modéré Oui, par le début de la douleur. oui, aussi. Pourquoi il n'y a pas ici le début de la douleur? C'est pas une considération très importante dans le ST-. Par contre, c'est mentionné dans le texte. On parle de cette petite catégorie de gens qui ne représentent pas forcément une grande population. Vas-y, Si, continue. c'est mentionné sur l'algorithme, cher. Oui, Ah. oui. C'est mentionné sur Oui, l'algorithme. oui, c'est mentionné. Very Et- low and Un petit tas devant Berilo. Autant pour moi, excusez-moi, mais voilà, genre, je ne l'ai pas remarqué. Autant pour moi.
Donc, Il vous dit, oui, Djouri, vas-y. là, vous pouvez éliminer avec un seul dosage à condition que le début de la douleur soit Le supérieur à 3 heures. Ouais. Donc, ils mettent un petit tas devant very low. Donc, si le taux de troponine il est très très bas, à condition que la douleur remonte à plus de 3 heures, là, on peut éliminer. Mais si le taux il est bas et là, le début de la douleur est inférieur à 3 heures, on doit compléter par un deuxième dosage après 1 heure. Très bien, Voilà. merci. Allez, notre ami Green, continue. Alors, là, c'est un tableau qui reprend en fait dans l'évaluation du risque les schémas ECG qui sont à risque élevé, on va dire. Et c'est des choses qu'on connaît déjà, il y a pas eu de changement par rapport à ça. Alors, pour les biomarqueurs et on va dire leur valeur pronostique, on va dire que les troponines ont une valeur pronostique aussi, pas juste diagnostique, quand par rapport à l'importance et en termes de quantitatif, excusez-moi. Plus les troponines sont importantes, plus le risque est élevé chez le patient. Les NT-proBNP et les BNP aussi, quand elles sont élevées, elles sont considérées comme des facteurs pronostiques et d'ailleurs, elles sont indiquées en 2A, niveau de preuve B. Pour les autres biomarqueurs, on n'a pas d'études qui confirment en fait leur ajout, on va dire, dans l'estimation ou le pronostic. C'est théoriquement le cas, mais on n'a pas encore d'études qui valident ça. Du coup, ce n'est pas recommandé de prélever ou faire ces analyses-là dans le sens pronostic. Voilà. Alors, pour les scores cliniques, c'est toujours les mêmes scores. C'est le score de Grace qui est indiqué en 2A. J'ai pas de pour les scores plutôt de hémorragiques, je vais reprendre ça dans la partie que je vais traiter. Et là, on vient de finir la partie de Dr. Azouz. Là, ça reprend aussi les différents éléments du score de Grace. Voilà, si vous avez quelque chose à commenter sur ça, je pense qu'on… Le score de Grace a régressé un peu. Hein. Ouais, oui, effectivement. A régressé hein, dans les schémas de recommandation. Oui. Hein? En grade de recommandation, oui, ça a régressé. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce cas avant de passer reprends un peu, reviens en arrière un peu, parce que tu es passé sur une plaque Z, une plaque importante, Z. Aïwa, اقعد هنا. Non, reste ici. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Yallah. Bellouche, on voudrait bien entendre Bellouche. Oui, ben, si Yahya. Hein? Si Yahya. Bellouche, il ne veut pas intervenir. Hein? Aya Jamal, qu'est-ce que tu as à dire? Jamal, c'est bon? Pour le protocole avec le dosage des troponines. Oui. Donc, le protocole 0,3 heures, on ne le fait plus, on fait 0,1 heure, c'est ça? Oui. Selon les guidelines de 2020. Eh oui, apparemment on peut. Dit-on, hein, je ne sais pas, d'après Azaza. Hein. Selon les tests qu'on a, en fait, pour voir si… Première des choses, on peut poser la question aux résidents. Actuellement, est-ce que vous recevez dans une heure le résultat des troponines? Quand j'étais résident, moi, c'est 45 minutes, une heure, on aura les résultats. Est-ce que c'est toujours le même cas? C'est toujours le même cas, oui. Donc, 40 minutes. Donc, on peut utiliser l'algorithme 0-1 heure. Et deuxièmement, il faut y aller voir quel type de troponine pour voir les levels. Enfin, est-ce que c'est pour séparer le very low, du high, etc. Voilà. Je ne sais pas si on dispose de troponines ultra sensibles qui seraient compatibles avec ce genre d'algorithme, en fait. C'est selon le type de troponine qu'on a au laboratoire. Ça ne dépend pas. Voilà. Oui. On peut prendre le tableau que tu ultra sensibles, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est les troponines qui sont sensibles dans l'algorithme à 3 heures ou ils sont positifs au bout d'une heure? Je ne sais pas. On peut prendre le tableau que tu viens de le montrer, et celui des fabricants, et on le montre aux biologistes.
Voilà, tout à fait. Sont mieux informés et ils vont nous dire est-ce qu'ils Exactement. ont ce type de troponine ou non. Ok, Voilà. Et je suis d'accord. Parce que chez nous, ça ne change pas en général, Hmm. hein. Quand il y a un test, ça sera le même, hein. C'est la commande pour l'année. Oui. Oui, donc, et là, bon, là, c'est là où il faut intervenir tout de suite, en fait, hein. Le Hmm. OLN, hein, Oui. et le CG fragmenté. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? كاش واش سي بجاوي اعطينا رايك سي بجاوي سي علي بروفيسور بجاوي je sais pas s'il est avec nous سي علي et les micros c'est pas réactif, hein. Ils mettent du temps, hein. Euh, ouais, ça témoigne de l'écran, c'est pas tout le temps, Est-ce hein. que, est-ce que je peux intervenir, cher? Vas-y. À propos du Grace Score, parce que en fait, on vient de dire qu'il a perdu de sa valeur pronostique, mais de sa valeur la prise en charge d'une ostémie, mais en fait, c'est pas sa valeur dans le pronostic. Il garde toujours une valeur supérieure au jugement subjectif du clinicien pour tout ce qui est mortalité et décès intra-hôpital. Mais en fait, il a été dégradé dans la prise en charge, c'est-à-dire il ne faut plus prendre en considération le Grace comme étant un élément indispensable pour proposer une stratégie très invasive ou invasive d'emblée, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait pas, il y a eu un essai où on avait remarqué qu'il n'y avait pas de modification en ce qui concerne les endpoints de l'IDM et du décès en utilisant le Grace ou en utilisant l'évaluation subjective du cardiologue pour proposer les malades à une stratégie invasive. Oui, tout à fait, oui. C'est juste, ce que tu as dit est juste. Après, le Grace reste un élément parmi d'autres, hein. Ce n'est pas le seul critère sur lequel on se base pour décider d'une stratégie invasive. C'est-à-dire, après, il perd un peu, mais il est toujours là. Et même dans les dernières études, il reste Oui, toujours oui. valable, quoi. Voilà, vas-y, tu continues, Sigrid. Vas-y. Excusez-moi. تسقم الميكرو تاعكم بعد هضر هاو سي نجار هاو جا نجار يسمعك وما كاش عزوز Alors, ما تسقم الميكرو. je continue, Stan. Vas-y, mon ami. Alors, pour l'évaluation du risque hémorragique, c'est la partie que j'ai développée en fait. On a les différents scores déjà connus, comme le Crusade et l'Acuity Bleeding Score. On a ce nouveau concept de l'ARC, High Bleeding Risk Patients. C'est une définition consensuelle, on va la voir. On a aussi le Precise DAPT et le DAPT Score. Ces scores-là, en fait, n'ont pas de grosses cohortes pour les valider, on va dire, pour être faits régulièrement. Du coup, ils gardent une indication faible, mais ils sont assez importants pour l'évaluation du risque hémorragique. Alors, pour le Crusade, c'est un score qui a fait ses preuves depuis très, très longtemps. L'Acuity versus Crusade aussi a été comparé, et les deux sont des scores validés. L'Acuity est un peu plus supérieur au Crusade, mais ils sont tous les deux utilisés de manière routinière. Alors, pour le NSTEMI, il y a un concept assez particulier à intégrer, en fait, c'est le risque ischémique avec le risque hémorragique. On a remarqué que ces populations-là avaient des facteurs de risque, en fait, qui s'entremêlaient, et souvent, ces patients qui avaient des risques hémorragiques élevés avaient souvent des lésions difficiles ou complexes ou des risques ischémiques plus importants. C'est-à-dire, on se retrouvait face à un dilemme chez ces patients-là, où le risque ischémique était important et du coup impliquait un fort traitement antithrombotique, et le risque hémorragique était aussi important. Et du coup, il fallait faire la part des choses ou avoir une idée. Et on peut s'aider par des scores aussi pour avoir une visualisation, excusez-moi, plus claire de ces choses-là. Après, pour les deux scores d'APT, validé selon les recommandations de 2017 de l'ADAPT, sortie de l'ASC.
on a en fait le Precise DAPT qui a un score à appliquer en fait à la sortie de l'hospitalisation du patient. Il va prédire en fait les événements, la mortalité cardiovasculaire chez ces patients, les risques hémorragiques, excusez-moi, chez ces patients-là. Pour le DAPT score, c'est un score qu'on va appliquer à une année et il va aussi nous dire est-ce qu'on va prolonger ou pas notre double anti-agrégation plaquettaire. Alors là, c'est les deux scores avec les éléments de chacun. On voit que pour le Precise DAPT, c'est des éléments plus en faveur du risque hémorragique, c'est-à-dire l'hémoglobine qui baisse, la clearance, les antécédents d'hémorragie. Et en fait, si on a un score supérieur à 25, on va préconiser une date qui est courte. Et c'est dû au risque hémorragique qui est élevé. Si on a un score qui est inférieur à 25, c'est plutôt rassurant. Le risque hémorragique est bas et on pourra faire une DAPT standard, voire DAPT de longue durée. Pour le DAPT score, en fait, c'est un peu l'inverse parce en voyant les éléments, c'est plus des éléments en faveur du risque ischémique et c'est des points en positif. Et si le score est inférieur à 2, c'est-à-dire, ça voudrait dire que le risque hémorragique est un peu élevé. Et s'il est supérieur ou égal à 2, ça voudrait dire que le risque hémorragique est, ou ischémique plutôt élevé et on va prolonger la durée du DAPT. Alors, pour les critères ARC, HBR, en fait, c'est des critères consensuels, en fait, récemment élaborés par différentes études, parce qu'en fait, on va dire cette population particulière n'était pas incluse dans les autres études. On n'avait pas en fait de modèle sur ces patients-là qu'on jugeait au risque high bleeding risk, au risque d'hémorragie. Et du coup, on a fait un peu une définition sur des critères majeurs et des critères mineurs. En fait, et ici, on a un critère majeur. La personne est considérée comme à haut risque d'hémorragie. Et si on a deux critères mineurs aussi, elle est considérée comme haut risque hémorragique. Pour les critères majeurs, c'est la prise d'anticoagulants, c'est la clearance qui est inférieure à 30, l'hémoglobine qui est inférieure à 11 grammes par décilitre. Aussi, tout événement de saignement ou d'hémorragique récent dans les 6 mois ou n'importe quel temps si ça s'est reproduit. On a aussi la thrombocytopénie qui est inférieure à 100 000. Ça, c'est un critère majeur pour le risque hémorragique élevé. Les diathèses hémorragiques, la cirrhose, tout processus malin en évolution ou qui nécessiterait un traitement en cours. Alors, aussi, tout antécédent d'hémorragie intracrânienne, quelle que soit la durée le délai de cette dernière par rapport à l'événement index, et tout traumatisme crânien dans les 12 mois, et la présence de malformations artério-veineuses, et aussi le risque modéré, plutôt l'AVC ischémique modéré à sévère selon la classification de Nice dans les derniers 6 mois. Aussi, la chirurgie ou le trauma majeur dans les 30 jours précédant l'angioplastie et toute chirurgie majeure qui ne peut pas être différée sous DAPT. Pour les critères mineurs, c'est l'âge qui est supérieur à 75 ans, une clearance qui est entre 30 et 59, modérée, une hémoglobine qui est supérieure à 11 mais qui reste quand même inférieure à 13 pour les hommes et inférieure à 12 pour les femmes. Tout saignement en fait spontané, toujours comme les critères majeurs, mais qui serait se serait produit dans les 12 mois, qui ne correspondrait pas à la définition du critère majeur. Toute prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens et toute AVC ischémique qui ne répond pas aux critères majeurs. Ça reste quand même un score qui n'est pas encore validé parce qu'on n'a pas encore d'études sur ça. Il est difficile en pratique quotidienne parce qu'en fait, c'est beaucoup d'éléments à tester, enfin à screener, à chercher. Et du coup, en pratique quotidienne, on a encore du mal avec ce score-là. Mais c'est un score aussi à intégrer, à essayer d'intégrer le plus possible en attendant une validation ou une simplification de ce score-là. Alors, pour le traitement pharmacologique, alors ça, c'est une planche qui reprend un peu les différents facteurs qu'on doit prendre en compte quand on va prendre notre choix ou décider de notre traitement antithrombotique. Les caractéristiques du patient, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la race,
l'histoire l'historique ischémique ou voire hémorragique, la présentation clinique qu'on se retrouve dans un contexte chronique ou aigu, les comorbidités, à savoir l'insuffisance rénale, le diabète, la maladie, les, les, l'artériopathie périphérique, excusez-moi, l'insuffisance cardiaque, et aussi toutes mes comédications qui pourraient interagir, voire augmenter le risque hémorragique, et les aspects spécifiques aux procédures, à savoir l'angioplastie ou le, ou le pontage. Et bien sûr, à la fin, on va faire cette balance de bénéfice, d'ischémie et de saignement pour décider de notre traitement. Là, c'est une planche qui reprend après les différents points d'action des différents antithrombotiques qu'on va utiliser dans notre pratique. Alors, pour le traitement antithrombotique, il reste obligatoire. L'aspirine garde toujours sa place de pierre angulaire du traitement antithrombotique. Le choix des médicaments doit refléter, encore une fois, comme le montre si bien le schéma, un équilibre où le risque ischémique et hémorragique sont bons. Alors là, c'est un tableau qui reprend les différents traitements antithrombotiques. On a l'aspirine, le clopidogrel, le prasugrel, le ticagrelor, le cansegrelor comme traitement antithrombotique, les GP2P, 2B3A et tout ce qui est anticoagulant, à savoir l'héparine non fractionnée, l'enoxaparine, bivalirudine et la fondaparinux. Et on a ajouté quand même le rivaroxaban qu'on va donner chez des patients en prévention secondaire. Il aura sa place, on va le voir après avec les études qui ont validé ce dernier. Alors, pour le traitement anti-agrégant, alors c'est toujours prasugrel, ticagrelor ou clopidogrel. Bien sûr, clopidogrel en dernier si on n'a pas le choix. Les études ont déjà validé ces traitements-là. C'est comme l'étude Plateau, Tritant, Timi 38. Mais par contre, la petite nouveauté, ça reste quand même l'étude ISA-REACT, Trial 5, qui a en fait montré la supériorité du prasugrel par rapport au ticagrelor. Ça reste quand même une étude à suivre parce que c'est quand même, elle a participé à beaucoup de modifications. La place du clopidogrel dans tout ça par rapport à ces deux derniers, c'est pas très très clair parce qu'en fait, on préfère toujours dans les recommandations d'utiliser des anti-agrégants qui sont dits forts ou potent inhibiteurs du récepteur du P2Y12, à savoir le prasugrel ou ticagrelor. Le clopidogrel garde une petite place en traitement, en trithérapie, en double thérapie avec les AVK ou les antithrombotiques, les AOD plutôt, excusez-moi. Mais en termes de puissance, il est un peu délaissé, on va dire. Pour l'étude ISAC, c'est une belle étude en fait qui a été publiée récemment dans le New England Journal of Medicine, enfin il y a plus d'une année quand même. Et en fait, elle a mis en comparaison le ticagrelor et le prasugrel. La particularité de cette étude, on va dire, c'était une étude à grande échelle quand même, avec un grand recrutement. C'était aussi sur le point fort de cette étude, c'était des groupes balancés avec un suivi à une année. Il y avait seulement 90 patients perdus de vue et sur le chiffre total des patients, c'est vraiment pas significatif. Pour ces limitations, en fait, c'est une étude qui avait des critères d'exclusion assez sévères, dû en fait aux effets secondaires et aux contre-indications du prasugrel et du ticagrelor. Et du coup, ça limite un peu la population sur laquelle on pourrait appliquer éventuellement ces directives-là. Aussi, il y avait beaucoup dans le bras ticagrelor, il y avait beaucoup d'arrêts de traitement dus aux effets secondaires et ça représentait quand même 15% des patients qui étaient sous ticagrelor. Aussi, la dose d'aspirine était un peu faible et comparé aux autres études qui avaient mis en avant un peu le ticagrelor, et du coup, est-ce que ça avait biaisé un peu le ticagrelor dans cette comparaison ou pas? Ça reste quand même à discuter. C'était une étude ouverte en fait aussi. Ça, c'est une limitation. C'était pas vraiment les patients et les médecins savaient quels médicaments ils étaient en train de donner. Et ça c'est une grande étude. Ça reste quand même pas très très encourageant. Pour la conclusion, je dirais que le prasugrel avait diminué quand même les critères
principaux, à savoir les décès, l'infarctus et l'AVC, mais surtout, c'était l'infarctus du myocarde qui a fait basculer la balance vers le prasugrel. La diminution de décès et d'AVC n'était pas si importante que ça. Et aussi, dans le saignement, il n'y avait pas une énorme différence. Du coup, on avait peur un peu du prasugrel qui avait peut-être une réputation d'avoir des risques, des conséquences hémorragiques plus importantes. Là encore, c'était pratiquement la même chose, à savoir une différence qui était non significative. Du coup, tout ça en faveur du prasugrel sur le ticagrelor. Alors, en pré-traitement, ça aussi, c'est un grand chapitre qui a vu beaucoup d'évolution. En fait, on oublie là le pré-traitement en routine. Ça a été revu grâce aux différentes études, dans l'ISAC React aussi, qui, dans sa conformation, mettait en fait en comparaison le prasugrel pas en pré-traitement, en dose directe, après qu'on ait fait la coronarographie et qu'on ait vu les coronaires et qu'on ait indiqué un geste de revascularisation, contrairement au ticagrelor qui était donné en pré-traitement et qu'on a vu en fait qu'il n'y avait pas de bénéfice, voire une augmentation peut-être des hémorragies sur le bras ticagrelor. L'étude ACOST en 2013 avait fait la même comparaison, aussi toujours en montrant qu'il n'y avait pas de différence en événements ischémiques. Par contre, sur le plan hémorragique, il y avait beaucoup plus d'hémorragie chez les patients qui étaient en pré-traitement. Le Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry avait fait aussi cette comparaison en rétrospective. Et en fait, c'était quand même assez important en chiffres. C'était je pense, dans les 64 000 patients quand même, chez qui on a fait la même remarque, qu'il n'y avait pas de différence sur les événements ischémiques et surtout, beaucoup plus de saignements quand on donnait des pré-traitements. Voilà. Pour les effets délétères du pré-traitement, voilà, ça reste quand même dangereux. Quand on n'est pas sûr, on va dire qu'on va tomber peut-être après angiographie sur un diagnostic différentiel, ce qui représente quand même vers 10% des patients. On a vu que les angiographies qu'on faisait en urgence on tombait sur des coronaires saines, voire des myocardites ou des dissections de l'aorte ou d'autres diagnostics différentiels qui, du coup, exposeraient le patient à un risque hémorragique pas justifié par le bénéfice d'une émission ischémique. Après, le risque hémorragique aussi est très important quand on donne un pré-traitement. Encore une fois, on redit ça. Et ça peut aussi retarder une revascularisation chirurgicale urgente. Ça pose le problème si maintenant, après notre coronarographie, on se retrouve face à des lésions qui ne s'adaptent pas à un traitement par angioplastie, on sera obligé d'envoyer le patient à la chirurgie. Et là encore, on va tomber dans ce dilemme où on doit inverser l'effet des antiagrégants ou attendre une période et retarder éventuellement le geste de revascularisation. Sur cette plaque, en fait, on reprend un peu les 4 anti-récepteurs P2Y12, excusez-moi, et on remarque aussi sur l'effet rapide du prasugrel. En fait, son effet bénéfique sur le pré-traitement aussi s'expliquait du fait que quand on donnait une dose de charge après coronarographie, on arrivait à un effet maximal du traitement très rapidement. C'est-à-dire, on avait cet avantage de pouvoir le donner après qu'on ait vu les lésions coronaires. Et du coup, on n'était pas obligé, au final, de donner de pré-traitement avant angioplastie. Il n'y avait pas de délai très important. Par contre, si on voit le clopidogrel à côté, on voit que le temps d'effet reste quand même de 2 à 6 heures. Et du coup, la question qui s'élève dans ma tête naturellement, nous, en Algérie, vu qu'on a juste le clopidogrel qui est disponible, est-ce qu'on va vraiment changer notre pratique courante ou on va continuer dans le même sens, vu qu'on n'a pas en fait les moyens de donner un pré-traitement, d'éviter le pré-traitement et de donner l'anti-agrégation adéquate à temps avec un effet maximal. Je ne pense pas que ce sera le cas. Voilà. C'est ouvert à discussion. Alors ça, c'est tableau de recommandation qui reprend les différents traitements. Pas grand-chose à changer en fait. Juste une petite précision.
on va préférer le prasugrel en 2A par rapport au clopidogrel, par rapport, excusez-moi, au ticagrelor. On va donner le ticagrelor si on va pas prendre une stratégie invasive immédiate. Du coup, on pourra éventuellement mettre du ticagrelor, toujours en classe 1 de recommandation. Pour les autres, pour le pré-traitement, on voit que le pré-traitement passe en 2B. Pour les patients avec syndrome coronarien ST-, chez qui on ne décide pas d'une stratégie invasive dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les 24 heures, voire si on décide d'une stratégie invasive immédiate. Et du coup, ces patients qui vont peut-être être retardés pourront peut-être bénéficier d'un pré-traitement en 2B toujours. Et voilà. Pour le pré-traitement de routine, voilà, il est contre-indiqué, classe 3 avec un niveau de preuve A. Pour le traitement anticoagulant péri-interventionnel, c'est toujours pratiquement les mêmes traitements avec des niveaux de recommandations qui sont différents. Sur le tableau, on voit que la HNF garde sa place en première recommandation. C'est la bivalirudine qui est en fait dégradée en 2B. Sur les différentes études qui avaient comparé la bivalirudine à l'HNF, c'est-à-dire l'étude Matrix Validate Swedish Heart, en fait, il y avait juste un petit bénéfice de la bivalirudine quand on l'utilisait en adjonction avec un traitement anti-GP2B3A, parce qu'en fait, chez ces patients-là, avec un traitement avec de l'HNF qui n'est pas très très bien régulé, on se retrouvait avec un surrisque qui était en fait équilibré avec la bivalirudine qui en fait stabilisait ces patients-là. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas de supériorité, ou enfin, on va dire non-infériorité, et du coup, la HNF reste en premier. L'énoxaparine pourra être donnée si on a donné de l'énoxaparine en pré-traitement, mais elle est en 2A. Et la fondaparinux, elle est à donner aussi en classe 1 de recommandation, mais toujours avec un bolus d'héparine lors de la procédure, en fait, qui est justifié par le taux de thrombose de cathéter de guiding en fait pendant les procédures. On a remarqué ça dans l'étude Oasis et d'ailleurs c'est l'étude qui avait validé leur fondaparinux. Pour les anti-GP2B3A, il n'y a pas eu de changement, il reste indiqué en 2A pour une stratégie de bailout et contre-indiqué comme traitement de routine. Le Cansegrelor reste toujours indiqué dans certains cas spécifiques. Et il faut dire aussi que le Cansegrelor, c'est le seul anti-agrégant, l'anti-GP2P, excusez-moi, anti-récepteur de P2Y12 qui est donné en IV. Du coup, moi, je dis peut-être intérêt chez des patients qui seraient inconscients et qui ne pourraient pas prendre la dose orale d'autres anti-récepteurs P2Y12. Alors, pour le post-interventional treatment, il faudra intégrer la notion de très haut risque hémorragique ou risque hémorragique très élevé. C'est des patients qui ont fait en fait un épisode hémorragique dans le mois précédent de l'événement chirurgical, l'événement ou l'angioplastie, et ou chez qui on a planifié une chirurgie. Et là, on retombe dans les critères ACR de High Bleeding Risk Patients, et ces deux-là, en fait, vont s'intégrer dans notre diagramme décisionnel. Alors, chez qui prolonger notre DAPT? Pegasus Timibus, c'était une étude qui avait exploré cette question chez les patients après un suivi de 1 année à 3 ans, après double anti-agrégation. C'était des patients assez bien sélectionnés qui n'avaient pas en fait présenté d'un surrisque hémorragique sous DAPT et chez qui on a choisi de prolonger la double anti-agrégation. Elle serait indiquée en 2A si le risque ischémique est très élevé plutôt, et en 2B s'il est intermédiaire. Alors, chez qui raccourcir la DAPT? Là encore, on va raccourcir notre DAPT chez des patients qui ont en fait tout simplement un risque hémorragique qui est important, et on va s'aider avec nos scores d'estimation du risque hémorragique avec le Precise DAPT.
et aussi avec l'ARC HBR, Hybrid and Risk Criteria. Et là, je vous ai spoilé pour les deux critères qu'on va prendre en compte. Ça sera en 2A avec un niveau de preuve B. Pour la désescalade thérapeutique, en fait, désescalade d'anti-P2Y12, ça sera, en fait, c'est une question qui a été traitée en détail dans les recommandations de DAPS 2017. L'escalade est conseillée, mais la désescalade est déconseillée et on devra céder peut-être d'autres moyens de tests, c'est-à-dire des tests d'agrégation plaquettaire, voire des tests génétiques. Et ces deux études avaient prouvé le bénéfice de ces deux dernières dans la prise de décision. Après, on peut céder aussi du jugement clinique du praticien pour prendre une décision pareille. Il faudra voir pour plus de détails les recommandations de la SCDAPT 2017. Et là, ce n'était pas vraiment une nouveauté, mais à prendre en compte. Alors, l'étude en COMPASS, en fait, avait aussi validé l'adjonction d'un traitement antithrombotique au traitement antiagrégant chez des patients en fait qu'on allait juger en fait à haut risque thrombotique ou à risque thrombotique modéré. Là, on définit les deux critères qui vont permettre de classer nos patients avec les critères propres aux patients et des critères spécifiques à l'intervention ou des détails procéduraux. Alors, pour tout ce qui augmente le risque et rend le patient à haut risque de thrombotique, c'est le diabète, c'est l'histoire les antécédents d'infarctus du myocarde, les lésions tritronculaires, les polyvasculaires, les patients qui ont fait en fait un événement en prémature ou qui ont fait deux événements contigus on a défini la période en 2 ans. Aussi, on a tout ce qui est traitement concomitant pour le VIH et pour le lupus et l'arthrite. Et aussi pour les patients qui ont une insuffisance rénale modérée entre 15 et 59 de clearance. Et là aussi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'insuffisance rénale a un double rôle dans le risque ischémique et hémorragique. Et du coup, ça rappelle encore ce mélange, on va dire, cette façon intriquée que quand ces facteurs de risque à s'interagir. Pour les aspects techniques, si on a plus de 3 stents implantés, si on a plus de 3 lésions traitées, si on a une longueur de stent qui est supérieure à 60, et si on a des procédures à 2 stents, voire des procédures qui touchent au tronc commun, au CTO, ou c'est une angioplastie sur le seul vaisseau restant du patient, et aussi une histoire de thrombose de stent sous traitement antiagrégant plaquettaire. Voilà, ça c'est des critères de haut risque thrombotique. Et là, dans ce genre de cas, on va pouvoir mettre en fait prolonger le traitement avec un traitement anticoagulant qui est le rivaroxaban à faible dose à 2,5 en prévention secondaire en classe 2A. Pour les patients qui ont un risque modéré, c'est-à-dire un diabète aussi toujours, une histoire d'infarctus qui se répète. Là, oui, complexe. Et si des patients polyvasculaires ou des patients avec une insuffisance rénale, juste ces critères-là, là, on va les considérer comme risque modéré et le traitement sera indiqué en 2B. Alors, toujours avec ces tableaux de recommandation. L'étude COMPASS, comme on vient de le voir, avait validé le traitement aspirine plus rivaroxaban. L'étude ATLAS, par contre, elle a traité un autre sujet, en fait. Chez des patients qui sont jugés à haut risque thrombotique, et peut-être on pourra même utiliser les mêmes critères définis dans le tableau précédent, on va rajouter en fait du rivaroxaban à faible dose à des patients qui ont déjà une DAPT. Bien sûr, ces patients-là doivent être à bas risque hémorragique, forcément, et ne pas avoir eu d'antécédents d'AVC ischémique ou haut risque ischémique dans la période précédant l'événement.
Alors, ça reprend aussi ce que j'étais en train de dire en classe 2A pour les hauts risques ischémiques, en ajoutant un traitement antithrombotique, et en 2B quand le risque ischémique est modéré. Là, c'est pas nouveau pour l'actualité cardiologique parce qu'en fait, ça a apparu dans le syndrome coronarien instable. Et là, on peut dire un peu qu'au bout d'une année de traitement, on est en train de rejoindre dans la définition nouvelle les syndromes coronariens instables. Un syndrome coronarien ST- après une année de traitement est considéré comme un syndrome coronarien instable. Et du coup, ces recommandations s'appliquent sur ces patients-là, cette population de patients. Alors ça, c'est un algorithme qui reprend les traitements antithrombotiques selon le risque hémorragique et aussi le risque ischémique en bas. Chez les patients qui ont un risque hémorragique élevé, plutôt bas, on va préconiser une double antiagrégation pendant 12 mois avec aspirine et prasugrel ou ticagrelor, voire par défaut du clopidogrel, comme on a dit. Après, on pourra éventuellement prolonger chez ces patients qui sont à bas risque, prolonger l'anti-agrégation avec une adjonction d'anticoagulation ou même une double anti-agrégation, c'est-à-dire prolonger la DAPT ou mettre une DAT, c'est-à-dire une double anticoagulation, antithrombotic therapy, c'est double antithrombotic therapy. Et on voit les différences de couleur, en fait, ça va dépendre aussi du risque ischémique. Ça sera en 2B si le risque ischémique est intermédiaire, et ça sera en 2A, en jaune, si le risque ischémique il est haut ou élevé. Pour les bas risques aussi, on va chez les patients qui sont à bas risque ischémique, on va pouvoir peut-être mettre une double anti-agrégation pendant 3 mois et passer en recommandation 2A à une simple anti-agrégation en mettant du ticagrelor. Et pour tout ce qui est risque hémorragique élevé ou très élevé, comme on a défini plus haut, on va préconiser soit un traitement de 3 mois, double anti-agrégation à 3 mois avec de l'aspirine et du clopidogrel, et on va poursuivre après 3 mois avec de l'aspirine, soit qu'on va mettre 1 mois de double anti-agrégation quand les patients sont à très haut risque. Alors, pour la triple et la double, voilà les recommandations. Les indications chez les patients qui présentent un instémie plus une FA qui est non valvulaire en principe, l'indication par rapport au chat basque n'a pas changé. Chez ces patients-là, on va toujours indiquer une angioplastie, plutôt une stratégie invasive avec une coronarographie, quel que soit le niveau d'anticoagulation des patients-là. Et on va revoir ces détails-là plus tard. Pour l'anticoagulation, alors excusez-moi, là ça reprend juste en fait les dosages et les doses de traitement qu'on va donner pendant cette double ou triple anti-thrombotique traitement. On va revenir sur ces détails-là sur le diagramme. Là, ça reprend aussi les différentes périodes selon toujours le risque hémorragique et le risque ischémique. Et les différentes indications, on va revoir ça sur l'autre tableau. Ce que je pourrais dire ici, c'est que toujours le ticagrelor et le prasugrel ne sont pas utilisés en triple. C'est toujours le clopidogrel qui garde son indication. C'est par rapport à l'effet, la puissance de ces molécules-là. Et pour les patients aussi, sur ce tableau, les patients qui ne subissent pas de traitement invasif et qui subissent qui vont sortir avec un traitement médical, l'anticoagulation peut être considérée seule pendant une année. Et pour les patients en 2A et en 2B à 6 mois avec apixaban et une simple anti-agrégation. Alors, cet algorithme reprend les indications de traitement chez les patients en fibrillation auriculaire qui présentent un non-stémie. Et on voit en fait les stratégies qui sont dévisées
en trois catégories en default strategy, c'est-à-dire par défaut, à risque hémorragique élevé, à risque hémorragique, et à risque ischémique élevé. Tous ces patients vont recevoir obligatoirement en classe de recommandation une triple une triple thérapie avec un NACO et une double anti-agrégation plaquettaire. Les patients qui sont sur la stratégie de standard, qui n'ont pas de risque hémorragique élevé ou de risque ischémique élevé, vont pouvoir continuer une double thérapie antithrombotique qui sera faite d'un AOD plus une simple anti-agrégation plaquettaire jusqu'à 12 mois. Et après cela, continuer avec le simple AOD à vie et continuer l'anticoagulation. Et cela, toutes ces recommandations en classe 1. Pour les risques hémorragiques élevés, on va en fait arrêter à une semaine la triple. On va passer à une double avec un AOD et une simple anti-agrégation. Et à 6 mois, en fait, on va zapper la simple anti-agrégation plaquettaire. On va garder le NACO tout seul avec une recommandation 2A. Et après 12 mois, on rejoint l'autre bras de traitement standard. Pour ce qui est du risque ischémique élevé, chez ces patients-là qui ont un double risque ischémique et hémorragique élevé, on va laisser la triple thérapie pendant 1 mois en 2A et passer à une double thérapie antithrombotique, à savoir avec un NACO et excusez-moi, je vais ramener juste mon chargeur. Excusez-moi. Désolé. Alors, chez le dernier groupe qui a un double risque hémorragique et ischémique, on va préconiser une triple pendant 1 mois, excusez-moi, et passer à une double thérapie antithrombotique en indication 2A pendant les mois restants. Et après 12 mois, on va passer à l'anticoagulation seule. En fait, tous ces changements sont venus suite à de nombreuses études qui ont permis en fait de valider les AOD dans le traitement des syndromes coronariens avec FA, que ce soit un STEMI ou STEMI. Et ces études-là ont permis de mettre de côté les AVK et laisser place en fait à ces AOD qui étaient en fait très supérieurs en termes de risque de diminution du risque de saignement et de saignement majeur ou mineur et qui étaient en fait non inférieurs aux AVK et du coup laisser cette liberté aux praticiens d'ajuster le traitement et de simplifier le traitement le plus possible selon le profil du patient. Alors j'ai highlighté l'étude Augustus qui était en fait la plus puissante en termes de chiffres et de patients qui ont participé à cette étude. Voilà. Pour le traitement anti-ischémique, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les traitements, les nitrates en sublingual en IV sont recommandés avec les bêta-bloquants si le patient présente toujours des symptômes à l'arrivée. Les traitements bêta-bloquants chroniques devront être continués en recommandation classe 1 s'ils sont déjà pris par le patient, sauf s'il y a insuffisance cardiaque. Les patients qui ont une hypertension qu'on n'arrive pas à contrôler doivent recevoir des nitrates en IV. Et pour les patients chez qui on suspecte un vasospasme, on va préférer les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés et éviter les bêta-bloquants, bien sûr. Alors, ça, c'est un tableau qui reprend un peu les stratégies pour diminuer le risque hémorragique chez nos patients. En fait, chez ces patients-là, on va plutôt ajuster le traitement selon
le poids, selon la fonction rénale et selon que ce soit un homme ou une femme, parce que généralement, les femmes ont une masse corporelle un peu plus inférieure. L'accès radial va être préféré, et là, c'est pas du nouveau, c'est quelque chose qui revient depuis un petit moment. Pour les émetteurs de pompes à protons, on va les donner systématiquement si on a un des suivants, c'est-à-dire une histoire d'ulcère ou d'hémorragie gastro-intestinale, si on a un traitement anticoagulant, si on a un traitement anti-stéroïdien en cours, et si on prend des corticoïdes aussi. Maintenant, si on n'a pas ces critères-là, il faudra peut-être deux voire plus des critères suivants pour mettre ces IPP. Et là, ce sera l'âge supérieur à 65 ans, la dyspepsie, le reflux, l'hélicobactère, l'infection à hélicobactère, excusez-moi, et la prise chronique d'alcool. Pour les patients qui vont subir, qui sont sous anticoagulation, qui vont rentrer en salle de cathé, en fait, la question qui se pose, est-ce qu'on va ajouter en fait un traitement anticoagulant? En fait, les réponses sont là, même si pour les AOD, on n'a pas de réponse, on ne sait pas, il n'y a pas d'études, on n'a pas de recul, mais on a un consensus. Chez les patients qui sont sous AVK, qui ont un INR supérieur à 2,5, c'est pas la peine d'ajouter des anticoagulants. Et il ne faut pas, bien sûr, interrompre le traitement anticoagulant du patient qui prenait déjà. Et pour les AOD, quel que soit le timing ou la dernière prise, on va donner quand même une faible dose d'anticoagulant parentéral, soit par enoxaparine à 0,5 mg par kilo en IV, soit par HNF à 60 unités par kilo. L'aspirine va être donnée comme d'habitude. Et pour les anti-GP2B3A, il reste toujours indiqué en bailout strategy. Alors, pour la stratégie invasive, il y a des choses quand même qui ont changé sur cette classification. En fait, on a, sur une base de méta-analyse d'anciennes études, en fait, on a fait une comparaison entre les traitements invasifs une stratégie invasive qu'on va indiquer chez tout le monde de routine, ou plutôt vers un triage de patients. Et chez ces patients-là, on a remarqué que, en fait, cette stratégie invasive précoce ou de routine ne diminuait pas en fait la mortalité dans la population générale de instémie, et elle augmentait aussi le nombre de complications en procédure. Mais comme en note positive, en fait, ça diminuait énormément quand même les événements ischémiques, tout ce qui était en rapport avec l'ischémie. Et du coup, est-ce que ce qu'on pourrait éventuellement tirer de ça, c'est qu'on va plus aller vers une stratification du risque chez nos patients, et un triage pour décider chez les patients qui vont bénéficier de cette stratégie invasive dans les 2 heures voire 24 heures. Excusez-moi. Pour le timing de la procédure, il faut dire que les patients qui vont être faits dans les 2 heures n'ont pas été inclus dans ces différentes études, parce qu'en fait, ils avaient déjà un pronostic très, très sévère. Ils avaient déjà des facteurs pronostiques très sévères, et du coup, l'indication des 2 heures s'est faite naturellement. Pour les patients qui n'ont pas ces critères à très haut risque, qui sont à haut risque, voire à faible risque, on a fait une comparaison sur plusieurs études, et notamment l'étude Verdict Trial et l'étude TMAX. Et chez ces patients-là, quand on a analysé ces données-là, on a vu que la stratégie qui était précoce, voire retardée dans les 24 heures, comparée à une stratégie sélective après triage et test d'ischémie chez ces patients-là, n'était pas forcément supérieure. Et qu'il y avait le bénéfice peut-être resté chez ces patients, sur un sous-groupe de patients. Là, j'ai sorti le Grace de score supérieur à 140, mais aussi c'était en analyse de sous-groupe dans l'étude TIMAX, c'était les patients qui avaient un âge supérieur à 75 ans. Ça, c'est pour reprendre aussi l'intérêt toujours du Grace score, qui pourrait éventuellement faire basculer la balance vers ça. Aussi, on va le voir sur le tableau, sur les recommandations qui ont changé. Les modifications ST en T ne modifient pas le bénéfice qu'on a avec une stratégie invasive précoce.
Alors, l'algorithme là reprend ces différentes classes et nous montre en fait que selon cette nouvelle classification, on va avoir des patients à très haut risque, des patients à haut risque et des patients à bas risque. Contrairement à l'ancienne classification, on avait des risques intermédiaires et des risques bas. C'est-à-dire les risques intermédiaires ont été intégrés dans cette dernière. Pour les risques à très haut risque, on a dit que c'était des patients qui avaient des critères déjà très importants, enfin, on va dire de mauvais pronostics et qui rentraient pas forcément dans les études et qui bénéficiaient automatiquement de cette stratégie invasive dans les 2 ans. Pour les early invasive, moi j'ai traduit ça en stratégie précoce ou retardée. Ça sera des patients qui ont un diagnostic de STEMI confirmé avec des modifications dynamiques du ST, avec un Grace score supérieur à 140. Ça, c'est en classe 1. Et la nouveauté, c'est que ce qui était en fait considéré, l'arrêt ressuscité qui était considéré comme critère de très haut risque, passe là, par contre, dans le haut risque. En fait, chez ces patients qui sont ressuscités d'un arrêt cardio-respiratoire à l'extérieur, qui n'ont pas de critères de STEMI ou instémie, ils bénéficient plus d'une évaluation dans les 24 heures, une évaluation globale, échographique et autres, dans la réanimation, après une stratégie dans les 24 heures, et ils sont reclassés au risque. Pour les bas risques, ce que j'ai dit, c'est ces patients qui étaient classés risque intermédiaire. Et là, on a incriminé un peu, enfin pas incriminé, mais on a mis ça sur le compte des troponines en fait qui augmentent en sensibilité. On disait que tous ces patients qui étaient en fait classés risque intermédiaire, c'était les patients pontés, les patients avec déjà un infarctus ou stentés, les patients diabétiques ou avec insuffisance rénale. Ces patients-là, en fait, grâce aux troponines qui ont augmenté de sensibilité, on va dire, et les algorithmes qu'on a améliorés, on arrive à reclasser ces patients-là en haut risque parce qu'en fait, on arrive à détecter des taux très faibles de troponines positives. Et du coup, cette catégorie est un peu épurée de ces patients-là qui seraient éventuellement à haut risque. Restent juste les patients qui sont, on va dire, maintenant reclassés en bas risque. Alors, ce qui a changé, je vous l'ai dit, on a rajouté pour les traitements invasifs dans les 2 heures, on a rajouté la présence en fait d'un instémie en circonférentiel avec sus-décalage du segment ST en AVR, ce qui est considéré comme prédicteur de lésions à très haut risque. Ça a été ajouté dans le diagramme pour les patients qui seront traités dans les 2 heures. Les patients, on a dit, qui présentaient un arrêt cardio-circulatoire vont être reclassés en haut risque, mais en indication 2 ans. Pour les patients à faire dans les 24 heures, ça sera les STEMI, les modifications dynamiques, aussi le sus-décalage non persistant est rétrogradé en haut risque plutôt que très haut risque, comme la dernière classification. Et bien sûr, pour les bas risques, ça va plutôt être une prise en charge qui va rejoindre un peu le syndrome coronarien chronique. Parce qu'en fait, ce nouveau groupe va intégrer, comme on a dit, le groupe intermédiaire. Et c'est des patients qui n'ont pas en fait de symptômes une fois à la consultation et qui n'ont pas de critères de haut risque ou très haut risque. C'est-à-dire ils vont avoir des troponines négatives, ils ne vont pas avoir de modification électrique ou stabilité électrique par rapport aux anciens tracés. C'est-à-dire généralement chez ces patients-là, on a déjà des ECG qui sont pathologiques, il faudra comparer avec les anciens ECG. Et s'il n'y a pas de modification, on va les considérer comme bas risque. Et ces patients-là, selon les dernières analyses, en fait, vont bénéficier plus d'un triage qui ressemblerait éventuellement au syndrome coronarien chronique avec une probabilité pré-test et une probabilité pré-test clinique qui va nous aider à prendre une décision pour sélecter en fait ou choisir, excusez-moi, l'examen à faire et on va s'aider de ces examens-là pour choisir une stratégie invasive qu'on appellera stratégie invasive sélective. Le coroscanner aussi a son indication dans ces patients-là qui seront à risque intermédiaire, voire bas, mais à probabilité plutôt intermédiaire, voire basse d'événements de maladies coronaires. Je voudrais juste ajouter une remarque sur le coroscan.
On a exploré en fait le coroscanner dans la stratégie éventuellement pour détecter ces patients à l'arrivée comme stratégie de triage. On a fait des études dans le sens où on faisait des coroscans systématiquement à tout le monde à l'arrivée aux urgences. Ça avait ses bénéfices comme ça avait quand même quelques biais. Le coroscanner ne détecte pas les lésions autres, c'est-à-dire comme pour la dissection ou la dissection coronarienne n'est pas détectée au coroscanner. Du coup, c'est pas encore validé comme stratégie de triage. On reste toujours sur les schémas de troponine, même si on doit garder le patient plus longtemps, ça va coûter plus cher à l'hôpital que de faire des coroscans à tout le monde, mais ça reste quand même difficile à appliquer, surtout que des fois on n'a pas de service de 24 heures et voilà. Alors là, c'est une méta-analyse qui avait repris les différentes études qui avaient comparé le timing. Et là, en haut, on retrouve en premier lieu l'étude Vertit et l'étude T-Max, qui avait en fait un recrutement assez important et qui n'avait pas retrouvé de différence. Pour les bâtonnets, en fait, ça représente la durée. En fait, on avait reproché dans ces études-là l'hétérogénéité des durées de traitement chez les patients qui étaient assignés en stratégie delayed strategy, c'est-à-dire stratégie retardée ou différée. C'est-à-dire les traitements n'étaient pas faits. C'est-à-dire, c'était pas comme les 24 heures où on avait vraiment cette petite fenêtre où on faisait, on traitait le patient, on avait une stratégie invasive. Là, on voit que les bâtonnets s'allongent et il y a une grande différence de durée. Alors, pour les aspects procéduraux, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La voie radiale est toujours recommandée. Les DES sont bien sûr recommandés. Et pour les indications de pontage, on va se référer bien sûr au syntax score et aux différents, on va dire, critères récents pour indiquer un pontage qui sont en dehors de ces scores-là. On n'a pas d'études faites dans ce sens, ces patients-là. On va juste faire des analyses de sous-groupes d'études comme syntax ou autres études qui avaient abordé ces questions-là. Et même ces sous-groupes-là ne sont pas en nombre très, très important, mais on reste sur les mêmes indications. Pour la revascularisation complète, là, c'est un peu la nouveauté de ces recommandations-là. Le STEMI n'a pas eu en fait autant d'études comme comparé au STEMI sur le fait de revasculariser ou pas toutes les lésions pendant la procédure index, voire pendant l'hospitalisation. Et on a comme étude l'étude SMILE Trial qui a comparé le traitement en one-stage treatment, c'est-à-dire traiter pendant la procédure index toutes les lésions coupables. Et on avait en fait un petit bénéfice quand même chez ces patients-là qui bénéficiaient de revascularisation complète, mais ça reste une petite étude et il faudra peut-être compléter par des cohortes plus importantes. Le British Cardiac Intervention Society PSI Database, là ça a été quand même beaucoup plus important, ça portait sur 21 000 patients qui en soi étaient traités dans la procédure index, voire après. Et là aussi, on retrouve un petit bénéfice. Du coup, on va indiquer en 2A la revascularisation complète et en 2B pendant la procédure index, c'est-à-dire peut-être traiter le patient, toutes les lésions pendant l'hospitalisation, voire pendant la procédure index en 2B, en faible grade. Et en dernier, on va aussi peut-être s'aider avec une revascularisation qui serait guidée par l'FFR. Là, on a une étude qui est Famous STEMI, qui avait c'était pour le traitement, on a étudié les traitements des lésions non coupables en se guidant avec l'FFR. C'est toujours des résultats positifs, mais qui restent quand même à confronter à des données plus importantes pour peut-être élever le grade de recommandation. Là, c'est quelques planches qui résument les différentes étapes les différentes choses qu'on a citées avec les grades de recommandation.
que ce soit le traitement antithrombotique, la stratégie invasive, les modalités de revascularisation et l'adapt post-traitement. Je pense que j'ai un peu exagéré en temps. Alors, take-home messages, désolé, j'ai fait des take-home messages sur la partie que j'avais préparée. Je dirais que l'ACR, HBR est une approche pragmatique qu'on devra intégrer en pratique courante dans l'évaluation du risque hémorragique, que l'imagerie non invasive, voire les coroscans, ont une forte valeur, ont un intérêt grâce à leur forte valeur prédictive négative. L'intérêt de la stratégie invasive sélective est d'une bonne stratification du risque. Les études récentes, en fait, plutôt la méta-analyse récente d'études qui étaient plutôt anciennes, avaient démontré ça. Après, on pourrait remettre en question cette analyse-là en disant que les choses ont changé, que depuis, les choses ont beaucoup évolué, que l'accès radial a rendu la coronarographie un geste très simple, que les traitements et les études sur les traitements antiagrégants et anticoagulants ont diminué un peu la charge de ces traitements-là et ont réduit un peu le risque hémorragique. Et du coup, est-ce que on pourrait réanalyser ces questions-là avec des études plus récentes et peut-être on sortirait d'autres conclusions qui seraient différentes. Alors, la fin du pré-traitement, bien sûr, de routine dans le STEMI, il garde quand même le pré-traitement reste indiqué en 2B chez les patients qui ne vont pas subir une stratégie invasive. C'est-à-dire chez les patients qu'on va évaluer en sélective, en fait. Chez ces patients-là, on va continuer à leur donner un pré-traitement peut-être en 2B, pas forte indication, mais elle y est toujours. La place des AOD dans les triples et la double, et bien sûr la prévention secondaire avec des AOD pour les patients à très haut risque cardiovasculaire. Et je vous remercie. Merci, Green, merci beaucoup, merci Bilal. Je m'excuse si j'étais très rapide. En fait, tu ne nous laisses pas beaucoup de temps pour la discussion, Oui. mais là, il y a beaucoup d'informations. Donc, ce que je vous propose, c'est que notre ami Qara et Azouz reviennent à la charge avec un cas ou 2 cas cliniques pour fixer les idées. Pour fixer les idées, Azouz aura arrangé son micro, j'espère. Tu peux cesser de partager si tu veux. Tu peux cesser le partage. Oui. Voilà. Et donc, la discussion, on va la reporter à la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, on a un conférencier de Bruxelles. Donc, on va demander à Azouz et à notre ami Qara de nous confectionner 1 ou 2 cas cliniques avec les résidents qui semblent bien au parfum, nos amis Djouhri, Moussaoui, etc., qui semblent avoir bien lu les recommandations. Et peut-être que je vais laisser le mot de la fin à notre ami Bjaoui, s'il est toujours là. Si Ali, تفضل. اختم لنا. Avant de conclure, un mot sur le pré-traitement. Je crois qu'on ne pourra pas dire que c'est la fin du pré-traitement suivant, puisqu'on n'a que du pédograde. Oui, effectivement. On ne pourra pas arrêter de pré-traiter nos patients aux urgences. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être qu'on pourra ne pas pré-traiter les patients à haut risque hémorragique, donc en attendant de voir l'anatomie. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'évaluation du risque ischémique et le timing de la stratégie invasive précoce, ce qui m'étonne un peu, c'est les patients avec ce décalage non persistant du segment ST qui sont relégués dans la case haut risque où on peut les faire éventuellement dans les 24 heures. Vous imaginez des patients pareils sans pré-traitement, donc avec un thrombus énorme, peut-être il a recollé son ST le patient, mais il y a toujours, c'est l'équivalent d'un infarctus, ce qu'on appelle des stimuli.
Et puis, le troisième point, c'est que les patients, malheureusement, les patients classés à très haut risque, où on doit les faire dans les 2 heures, c'est des patients donc, très compliqués, complexes. J'espère qu'un jour, on aura les moyens pour faire ces patients-là. Et on sait que c'est ces patients-là qu'on perd souvent. Et merci à tous. Voilà. Voilà, merci à tout le monde.